Je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Il y a 2 ans, j'ai quitté le mariage de mon propre frère juste avant l'échange des vœux. Alors que je me tenais là, tenant un chèque de 1500 $ que j'avais soigneusement économisé pour lui, ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux, a ajusté son corsage de marque et m'a dit d'aller simplement me tenir près du mur parce que j'allais gâcher l'esthétique des photos de famille. Ils m'ont humilié devant 200 invités fortunés, donnant littéralement mon siège réservé à un parfait inconnu parce que mon visage et mon costume ne correspondaient pas à leur palette de couleurs soigneusement sélectionnée. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas en me regardant franchir la porte. Ils ne savaient pas que j'étais le seul garant du prêt commercial de 200 000 $ qui permettait à mon frère de maintenir à flot son style de vie de faux millionnaire. Et en ce moment même, il me supplie de ne pas laisser la banque saisir absolument tout ce qu'il possède. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur petit monde parfait avec rien d'autre qu'un clavier et un avocat, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment exact où le bandeau m'a été retiré des yeux. L'air à l'intérieur de ce domaine viticole rustique et gravement hors de prix était chargé de l'odeur entêtante des compositions d'eucalyptus importées, de roses blanches et d'un désespoir pur et simple. C'était un samedi de fin d'après-midi, au début du mois de septembre, le genre de journée où la lumière du soleil rend tout doré, le rêve absolu d'un photographe. Je me tenais près de l'arrière de la grande salle de réception, vêtu d'un costume bleu marine élégant et sur mesure que j'avais acheté spécialement pour cette occasion. J'avais dépensé 800 $ pour ce costume, voulant être sur mon 31 pour honorer ma famille. L'éclairage d'ambiance était parfaitement tamisé, jetant des ombres longues et dramatiques sur le parquet ciré. Un quatuor à cordes dans le coin jouait une version classique d'une chanson pop moderne. C'était tout ce sur quoi mon jeune frère Carter et sa fiancée Chloé avaient été obsédés pendant les 18 derniers mois. Un fantasme parfaitement conçu pour Instagram, conçu pour les faire passer pour des membres de la vieille noblesse auprès de leurs milliers d'abonnés sur Internet. Et en me tenant là, me fondant dans les ombres près de l'entrée, j'étais la tâche sur leur objectif coûteux. La planificatrice de mariage, une femme qui me regardait comme si j'étais quelque chose sur lequel elle avait marché, venait de me dire, ce qui fut ensuite confirmé par ma propre mère biologique, qu'il n'y avait pas de place pour moi, pas même une mauvaise table près de la cuisine. Pas de place aux tables de secours, aucune table du tout. On s'attendait à ce que je plane près d'une pile de chaises pliantes en métal le long du mur ouest pour que mon visage banal de non-influenceur ne se retrouve pas accidentellement en arrière-plan de leur photographie grand angle haut de gamme. Une prise de conscience froide et lourde s'est installée dans ma poitrine, se propageant et glaçant le sang dans mes veines. Ce ne fut pas une explosion soudaine et ardente de colère. C'était bien pire. C'était la mort silencieuse et absolue d'une illusion à laquelle je m'étais accroché toute ma vie. L'illusion pathétique que si je donnais assez d'argent, offrais assez d'aide et restais assez silencieux, ma famille finirait par m'aimer pour ce que j'étais réellement. J'ai regardé à travers la vaste pièce, au-delà des immenses lustres floraux, au-delà des invités qui se mêlaient avec des flûtes de champagne en cristal. J'ai vu la table des cadeaux. Elle était recouverte d'un linge blanc impeccable et placée parfaitement sous un projecteur à côté de la pièce montée à 5 étages. Juste au centre de la pile de boîtes emballées dans des tons pastels se trouvait une enveloppe argentée mate. Les noms de Carter et Chloé étaient écrits de mon écriture script soignée. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait un chèque de 1500 $. C'était de l'argent pour lequel j'avais travaillé dur, de l'argent que j'avais méticuleusement mis de côté sur mon salaire d'ingénieur logiciel back-end, pensant que j'aidais mon jeune frère à poser des bases solides pour sa nouvelle vie. Je n'ai pas pensé aux conséquences sociales. Je n'ai pas consulté la voix dans ma tête qui me disait toujours de préserver la paix. J'ai juste bougé. J'ai marché droit sur le parquet ciré, mes chaussures en cuir claquant en rythme contre le bois. J'ai ignoré les regards confus de quelques invités qui s'installaient déjà. J'ai atteint la table, ma main parfaitement stable, j'ai ramassé l'enveloppe argentée, sentant le papier épais et coûteux entre mes doigts, et je l'ai glissé doucement dans la poche intérieure de ma veste de costume. Le poids de cette enveloppe contre ma poitrine me faisait l'effet d'une armure. L'un des garçons d'honneur de Carter, un type nommé Liam, qui avait passé tout le week-end à faire des remarques méprisantes sur mon travail et mon manque de présence sur les réseaux sociaux, s'est avancé depuis le bar. Il tenait une coupe de champagne à moitié vide et me regardait avec un mélange de confusion et de dédain manifeste. « Et mec, qu'est-ce que tu crois faire exactement ?» a demandé Liam, sa voix portant au-dessus de la musique douce, attirant l'attention de plusieurs personnes à proximité. « Tu ne peux pas simplement reprendre un cadeau de mariage. C'est pathétique.
Je me suis tourné vers lui. Je ne ressentais ni peur ni embarras. Mon cœur battait à un rythme régulier et puissant contre mes côtes. Je ressentais un sentiment étrange et enivrant de clarté. « Ne t'en fais pas pour ça, Liam », ai-je dit, ma voix portant assez fort pour que les personnes à proximité immédiate entendent clairement. Je vais rester hors du cadre pour toujours. J'ai tourné les talons et j'ai marché vers les lourdes doubles portes en chêne menant au parking en gravier. Je n'ai pas regardé la pièce en arrière. J'ai poussé les portes lourdes, l'air frais du soir frappant mon visage, offrant un contraste saisissant et rafraîchissant avec l'atmosphère étouffante et toxique à l'intérieur. « Julian, attends. » J'ai entendu le crissement frénétique de chaussures en cuir coûteuses sur le gravier derrière moi. C'était Carter. Il avait abandonné sa séance photo d'avant-cérémonie et courait vers moi, sa veste de smoking sur mesure battant au vent. Il avait l'air complètement paniqué, mais en regardant son visage, je savais la vérité. Il n'était pas paniqué parce qu'il avait profondément blessé son frère aîné. Il était paniqué parce que je ne suivais pas le scénario. J'étais censé subir l'abus en silence. J'étais censé absorber le manque de respect public pour que son esthétique reste impeccable. Je me suis arrêté à côté de ma berline fiable et je me suis tourné pour lui faire face. Le soleil commençait tout juste à descendre sous l'horizon, jetant une lueur rouge sur le vignoble. C'était le moment décisif de notre fraternité, le moment où le dernier cordon était coupé, et j'étais enfin prêt à y faire face. Carter se tenait là dans son costume coûteux, pantelant légèrement, me regardant comme si j'étais un désastre de relations publiques qu'il devait gérer rapidement avant que les caméras ne commencent à tourner. Il n'avait absolument aucune idée que toute la fondation financière de sa vie arrogante reposait actuellement dans la paume de ma main. Pour vraiment comprendre comment une mère a pu dire à son fils aîné de se tenir près d'un mur blanc comme un meuble défectueux et indésirable, il faut comprendre la dynamique profondément toxique de la maison dans laquelle nous avons grandi. Nous vivions dans un quartier de banlieue standard de la classe moyenne supérieure avec une association de copropriétaires notoirement stricte. Le genre d'endroit où soigner les apparences n'était pas seulement un passe-temps, c'était un sport de quartier extrême. Mes parents, Eleanor et Richard, étaient les champions incontestés de la médaille d'or à ce jeu. J'étais toujours le garçon calme et analytique. J'aimais assembler des ordinateurs, comprendre la logique et créer des systèmes qui avaient un sens réel. J'ai gardé la tête basse, obtenu d'excellentes notes, décroché une bourse universitaire solide et j'ai fini par obtenir un emploi bien rémunéré en tant que développeur back-end pour une grande entreprise technologique. Je gagnais un salaire très confortable, franchissant la barre des 6 chiffres au milieu de la vingtaine, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de le crier sur tous les toits. Je conduisais une berline fiable, je maximisais agressivement mon plan d'épargne retraite, j'investissais discrètement dans des fonds indiciels et je menais une vie paisible et sans histoire. Je pensais bêtement que mon indépendance et ma stabilité financière rendraient mes parents fiers. Je pensais qu'ils apprécieraient le fait que je ne leur ai jamais, pas une seule fois, demandé un centime après mes 18 ans. Carter, né 2 ans après moi, était l'exact opposé de toutes les manières imaginables. Il était l'enfant roi, le fils autour duquel gravitaient mes parents. Dès l'âge de 10 ans, il savait exactement comment manipuler une pièce. Il était bruyant, charmant et possédait une confiance en lui agressive et imméritée que mes parents adoraient absolument. Lorsque notre grand-père est décédé, le petit héritage qu'il nous avait laissé devait être partagé équitablement pour nos fonds universitaires. C'était suffisant pour couvrir 2 années complètes de frais de scolarité à l'université d'État. Carter a dilapidé toute sa part au cours de ses 3 premiers semestres à l'université dans des fêtes étudiantes interminables. Des voyages de vacances de printemps, spring break et un semestre d'études à l'étranger en Europe qui ne lui a curieusement rapporté absolument aucun crédit académique. Lorsque l'argent est venu à manquer, mes parents ont discrètement vidé leurs économies pour couvrir son énorme déficit de scolarité et m'ont immédiatement dit de faire preuve de compréhension à l'égard de son parcours. Il a simplement une personnalité plus affirmée, Julian, disait mon père avec assurance à table lors de nos dîners de Thanksgiving, ignorant complètement le fait que je venais d'annoncer une promotion majeure au travail. Il a besoin de plus d'espace pour grandir et faire l'expérience du monde. Tu as toujours été si autonome. Tu n'as pas besoin de notre aide comme lui. Carter a fini par abandonner ses études et est devenu agent immobilier commercial. Pas le genre d'agent qui travaille dur, apprend le marché et vend beaucoup de propriétés. Non, il était le genre à publier une 12aine de citations de motivation sur les réseaux sociaux chaque jour tout en prenant des selfies devant des propriétés de luxe qu'il n'avait absolument pas contribué à vendre.
Il louait une Porsche haut de gamme dont il pouvait à peine assumer les mensualités. Il portait des montres de marque ostentatoires achetées à crédit. Il s'était construit un château de cartes élaboré et fragile, reposant entièrement sur une image fabriquée de succès massif. Et mes parents avaient acheté des billets au premier rang pour son spectacle quotidien, applaudissant plus fort que quiconque. Environ 18 mois avant le mariage au vignoble, les profondes fissures dans la façade financière de Carter ont commencé à apparaître. Il m'a appelé en pleine panique un mardi soir quelconque. Sa voix tremblait. Il avait essayé de se réorienter et de lancer une entreprise d'importation de matelas de luxe pour compléter ses revenus immobiliers inexistants. Il avait immédiatement besoin d'un espace d'entrepôt, mais sa note de solvabilité était complètement détruite par des années de cartes de crédit impayées et de mensualités de voitures manquées. Aucune banque réputée ne daignait même examiner sa demande. Ma mère m'a appelé dès le lendemain matin. Elle sanglotait de manière hystérique au téléphone. Elle m'a supplié en utilisant chaque once de manipulation émotionnelle qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Elle m'a dit que tout l'avenir de Carter, sa survie même, était en jeu. Elle a prononcé la phrase qu'elle utilisait toujours pour me piéger, « La famille protège la famille ». Contre tout instinct logique que mon cerveau possédait, contre toutes les sonnettes d'alarme qui retentissaient dans ma tête, j'ai accepté de le rencontrer à la banque. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir froid en face d'un conseiller en prêt et j'ai signé mon nom en tant que garant unique pour un prêt commercial de $200 000. J'ai légalement lié ma propre sécurité financière irréprochable à son navire en perdition. Je l'ai fait parce qu'au fond de moi, l'enfant invisible et solitaire que j'étais pensait que ce geste massif et indéniable me vaudrait enfin une place permanente à la table familiale. Je pensais qu'il me verrait enfin comme un membre précieux et essentiel de la famille. Je me trompais lourdement. Cela m'a seulement rendu commode. Cela m'a transformé, passant du statut de grand frère ignoré à celui de distributeur automatique de billets de la famille. Peu de temps après l'approbation du prêt et la sécurisation de son entrepôt, Carter a rencontré Chloé. Chloé était une micro-influenceuse dont toute la personnalité tournait autour de tombages esthétiques et qui traitait la vie comme une longue audition pour une émission de télé-réalité. Elle avait une vision très spécifique et rigide de sa vie et de sa marque. Et je ne cadrais absolument pas dedans. J'étais trop ennuyeux. Je ne portais pas de vêtements avec d'immenses logos. Je n'avais pas des milliers d'abonnés. Le manque de respect a commencé à petite échelle, comme une lente goutte de poison. Lorsqu'ils ont fièrement annoncé le cortège de mariage lors d'un somptueux dîner de famille, Carter a désigné Liam comme témoin. Liam était un type qu'il avait rencontré lors d'un événement de réseautage 6 mois auparavant et qui se trouvait avoir une énorme audience en ligne. On ne m'a même pas demandé d'être garçon d'honneur, pas même placeur. J'ai ravalé ma fierté, forcé un sourire et me suis dit que ce n'était pas grave. C'était leur grand jour. J'étais heureux d'être simplement un invité solidaire. Puis est venu l'enterrement de vie de garçon. Ils ont méticuleusement planifié un somptueux week-end de plusieurs jours à Miami. J'ai été explicitement exclu des invitations. Je n'ai découvert le voyage qu'en voyant les photos fortement retouchées en ligne où il buvait du champagne coûteux sur un yacht privé. Pourtant, une semaine avant ce voyage précis, Carter avait eu l'audace absolue de m'envoyer un message pour se plaindre qu'il leur manquait quelques milliers de dollars pour le dépôt de garantie de la location du yacht. Comme un parfait imbécile endoctriné, je lui ai envoyé $2000 depuis mes économies. Il m'a répondu par un simple emoji pouce levé générique. Pas d'appel téléphonique, pas de véritable merci, juste un signe de tête numérique reconnaissant ma soumission financière. Lors du dîner de fiançailles formel organisé dans un restaurant 5 étoiles, Liam a même porté un toast pour se moquer de ma carrière. Il s'est levé devant 50 personnes, faisant teinter son verre, et a plaisanté en disant que j'étais le gars qui réparait leur routeur Wi-Fi pendant que Carter était sur le terrain à conclure des transactions immobilières commerciales de plusieurs millions de dollars. Toute la salle a ri. Mes propres parents ont ri. Carter s'est contenté de sourire d'un air arrogant. Je suis resté assis en silence, serrant mon verre d'eau jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc éclatant, pleinement court que c'était moi qui payais secrètement le steak incroyablement cher qu'ils étaient tous en train de manger. J'ai tout justifié. Je me suis dit qu'une fois le mariage stressant passé, les choses se calmeraient et reviendraient à la normale. Je me suis convaincu que mon rôle de grand frère fiable et silencieux était honorable, même s'il était totalement ingrat.
J'ai ignoré les signaux d'alarme flagrants et massifs parce que faire face à la vérité brutale, à savoir que mon frère ne me considérait que comme un filet de sécurité financière et que mes parents soutenaient pleinement son exploitation, était tout simplement trop douloureux à digérer. Je me suis rendu à ce mariage au vignoble en croyant sincèrement que les liens du sang signifiaient quelque chose de profond. Je n'avais absolument aucune idée que je marchais de mon plein gré vers une exécution publique de ma propre dignité. Le matin du mariage, je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel minimaliste et hors de prix, sentant un nœud d'anxiété lourd et sombre se tordre au creux de mon estomac. Je l'ai balayé, me convainquant qu'il s'agissait simplement du trac normal d'un jour de mariage, le genre de sentiment que tout grand frère ressentirait. Je suis sorti du lit, me suis douché, j'ai soigneusement enfilé mon costume bleu marine coûteux, j'ai répété mon faux sourire de soutien dans le miroir et j'ai conduit sur les routes sinueuses et pittoresques menant au domaine viticole massif. Quand je suis arrivé, l'endroit bourdonnait d'une énergie chaotique. Des photographes et vidéastes professionnels couraient sur les pelouses tondues, ajustant agressivement des parapluies d'éclairage et des drones. J'ai franchi l'entrée principale et j'ai pénétré dans la grande salle de réception pour trouver ma table. Il y avait un magnifique plan de table méticuleusement calligraphié à la main, affiché sur un immense et orné chevalet doré recouvert de lierre frais. Je me suis tenu devant et j'ai parcouru la liste. Elle était organisée par ordre alphabétique. Je suis naturellement allé à la lettre R. Reynolds, Carter, Reynolds, Eleanor, Reynolds, Richard. Je me suis arrêté. J'ai regardé à nouveau, suivant du doigt le papier parchemin épais. Mon nom n'y figurait pas. Je suis resté pharma immobile pendant une bonne minute, mon cerveau analytique essayant désespérément de traiter cela comme une simple erreur d'impression de l'entreprise de carterie. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un SMS rapide à Carter. Mais alors, du coin de l'œil, j'ai aperçu Serena. C'était la planificatrice de mariage de Chloé, une femme au look sévère qui portait un iPad comme s'il s'agissait d'une arme chargée et s'adressait au personnel de restauration comme s'il s'agissait de chiens errants dans la rue. Je l'ai approchée poliment, en gardant une voix calme. « Excusez-moi, Serena », ai-je dit avec un léger sourire. Serena a à peine levé les yeux de son écran lumineux. « Julian, c'est ça ? Chloé vous a explicitement mentionné. » Son ton était d'un mépris choquant, presque intensément agacé que j'ai brisé sa concentration. Elle a poussé un lourd soupir et a brassé quelques feuilles de papier imprimées fixées à un porte-bloc rigide qu'elle tenait sous le bras. Alors qu'elle déplaçait brusquement le porte-bloc, une feuille de papier pliée a glissé sous le clip métallique et a voltigé jusqu'au parquet ciré. Par politesse, je me suis penché pour la ramasser pour elle. Lorsque ma main a saisi le papier, mes yeux ont immédiatement accroché le titre en gras imprimé en haut, « Évaluation visuelle et placement des invités ». Je me suis figé. Mes yeux se sont fixés sur le texte, lisant les lignes rapidement. C'était une liste incroyablement détaillée des membres de la famille, catégorisés et notés selon leur apparence en arrière-plan des photos professionnelles et des publications sur les réseaux sociaux. Mes yeux ont défilé vers le bas jusqu'à ce que je voie mon nom, Julian Reynolds. À côté, entouré d'encre rouge vif, se trouvait une note, C. Et à côté de cette note, une mention manuscrite de l'écriture bouclée distincte de Chloé, à tenir hors des clichés principaux de la réception. Caché près du mur ouest près des haut-parleurs. Jure avec l'esthétique moderne. Trop banal. Mon sang n'a fait qu'un tour. La température de mon corps a chuté d'un coup. Je me suis lentement redressé et j'ai rendu le papier à Serena, qui l'a arraché brusquement de ma main, le visage virant au rouge cramoisi d'embarras. Elle n'a pas prononcé un seul mot d'excuse pour le document que je venais de lire. Elle a simplement pointé un doigt manucuré vers le coin le plus éloigné de la grande pièce. Nous avons dû procéder à des ajustements critiques de dernière minute pour les amis influenceurs de Chloé qui sont venus en avion, a dit Serena froidement, sa voix dénuée de toute empathie humaine. Il y a une zone debout ouverte près du mur ouest. Vous pouvez regarder les discours et les danses de là-bas. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis tourné et j'ai marché mécaniquement vers la salle à manger principale. J'ai trouvé la table familiale principale, positionnée bien en vue juste à côté de la table d'honneur des mariés. J'ai vu les élégants marque-places de mes parents posés sur les assiettes à l'effigie dorée. Et là, exactement là où le frère du marié aurait dû être assis, se trouvait une carte immaculée sur laquelle on pouvait lire « Le compagnon de la cousine de Chloé ». Ils avaient littéralement donné mon siège d'honneur à un type pris au hasard qui fréquentait la lointaine cousine de Chloé depuis exactement 3 semaines. Un type qui ne connaissait probablement même pas le nom de famille de Carter ni l'endroit où il avait grandi. J'ai continué à marcher,
balayant le reste de la pièce du regard, me sentant comme un fantôme hantant la célébration de ma propre famille. Mon cœur, déjà fracturé, s'est complètement brisé en poussière lorsque mes yeux se sont posés sur grand-mère Rose. Elle a 82 ans, elle est frêle et utilise un fauteuil roulant médical classique. Il l'avait placée à une petite table exiguë dans le coin le plus reculé de la pièce, complètement masquée par un immense paravent floral de 2,50 mètres de haut. Elle ne pouvait pas voir la piste de danse. Elle ne pouvait pas voir la table d'honneur. Elle ne pouvait même pas voir la pièce montée. Ils avaient littéralement caché notre propre grand-mère derrière une haie artificielle parce que son équipement médical ne cadrait pas avec l'ambiance glamour et parfaite de leur événement Internet. C'était le point de rupture absolu. Le fil a rompu. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de mon ego avant tout. Il s'agissait de l'absence terrifiante et totale d'humanité de base chez ces gens. J'ai repéré ma mère debout près de l'entrée des cuisines, s'affairant autour de son corsage coûteux et riant avec l'une des tantes de Chloé. J'ai marché droit vers elle, le visage de marbre. « Maman », ai-je dit, ma voix dangereusement basse, coupant le bruit ambiant. Ma mère a cessé de rire immédiatement. Elle a poussé un lourd soupir exaspéré, regardant nerveusement autour d'elle pour voir si quelqu'un d'important observait notre interaction. « Julian, s'il te plaît, baisse d'un ton. Ne commence pas à faire d'histoires aujourd'hui, de tous les jours. » « Des histoires ?» ai-je demandé, fixant intensément la femme qui m'avait élevé, cherchant sur son visage le moindre signe d'amour maternel. « Je n'ai pas de chaise, maman. Un inconnu nommé Brad est assis avec toi à la table familiale. Explique-moi ça tout de suite. » Elle a absolument refusé de croiser mon regard, baissant les yeux vers ses chaussures coûteuses. Les amis de Chloé sont venus par avion depuis Los Angeles. Ils ont des plateformes incroyablement grandes sur les réseaux sociaux. C'est très important pour l'image immobilière de Carter que les photos soient de premier ordre et professionnelles. Tu es de la famille, Julian. La famille est censée faire des sacrifices pour le bien commun. Va simplement te tenir près du mur, près des haut-parleurs. Tu vas gâcher l'esthétique des photos de famille si tu t'assieds près du devant. Je l'ai dévisagé. Le silence entre nous s'est étiré pendant ce qui a semblé être une éternité. La femme qui s'était assise sur mon canapé en sanglotant, me suppliant de signer ma vie financière pour son enfant chéri afin qu'il ne fasse pas faillite, me disait maintenant avec détachement que j'étais trop laid et trop banal pour m'asseoir à une table de dîner. Je vois, ai-je chuchoté, les mots s'échappant à peine de mes lèvres. La clarté que j'ai ressentie à ce moment précis était terrifiante et absolue. Toutes les années d'angoisse à essayer d'être le bon fils, tout l'argent que j'avais donné de bon cœur, tout mon soutien silencieux et indéfectible, tout cela ne signifiait absolument rien. J'étais un outil, une ressource, et les outils restent enfermés dans l'abri sombre lorsque les invités importants viennent admirer le jardin. C'est à ce moment précis que je me suis retourné, que j'ai marché droit vers la table des cadeaux et que j'ai repris mon enveloppe. « Julian, attends. » La voix paniquée de Carter me ramena violemment au présent dans le parking en gravier poussiéreux. Je me tenais près de la portière de ma berline fiable, l'enveloppe argentée me brûlant la poitrine à travers le tissu de la poche de ma veste de costume. Il a couru vers moi, haletant légèrement, impeccable dans son smoking, mais complètement furieux sous la surface. « C'est quoi ton problème, au juste ?» a murmuré Carter avec colère, regardant par-dessus son épaule vers les lourdes portes du domaine pour s'assurer que sa mariée ou ses amis influenceurs ne nous regardaient pas. Des gens à l'intérieur t'ont vu prendre cette enveloppe sur la table. Tu es en train de donner un spectacle embarrassant. Je m'en vais, Carter, ai-je dit. Ma voix était étrangement, anormalement calme. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé les bras. Je n'ai pas pleuré. Je retourne à ma chambre d'hôtel, puis je rentre chez moi. Tu fais vraiment une crise de colère monumentale pour une chaise pliante, a-t-il exigé, levant les mains au ciel dans une fausse exaspération. C'est le jour de Chloé. Le nouveau petit ami de sa cousine avait besoin d'une place à la table principale. C'est pour que les couples soient assortis symétriquement pour les prises de vue par drone en grand angle. Grandis un peu, Julian. Le monde ne tourne pas autour de toi. Ce n'est pas toujours à propos de toi. Je l'ai regardé. J'ai vraiment, sincèrement regardé l'homme qui était devenu mon frère. J'ai regardé au-delà de lui, vers la Porsche rutilante de location garée illégalement sur la place VIP près de l'entrée. J'ai regardé son costume sur mesure acheté avec des cartes de crédit à taux d'intérêt élevé qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et je me suis souvenu de la liasse de papier à la banque,
du prêt commercial de 200 000 $ portant ma signature légale en tant que garant unique. J'ai pensé au procès massif qui suivrait inévitablement lorsque son entreprise fantoche s'effondrerait. J'ai pensé à l'héritage de notre grand-père qu'il avait gaspillé pour des plaisirs éphémères. Tu as entièrement raison, ai-je dit doucement, le calme de ma voix le déstabilisant visiblement. Ce n'est pas à propos de moi. Ça ne l'a jamais été. Passe une belle vie bien esthétique, Carter. J'ai ouvert la portière de ma voiture, me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai démarré le moteur. Le ronronnement sourd du moteur m'a semblé incroyablement réconfortant. Carter s'est approché, frappant le toit de ma voiture du plat de la main, un éclair de colère réelle remplaçant soudainement la panique. Si tu t'en vas maintenant, si tu quittes ce mariage, tu es mort pour moi, a-t-il crié, le visage cramoisi. Tu m'entends? Mort pour moi. J'ai enclenché la marche avant et j'ai démarré lentement, le laissant seul dans la poussière du parking, ses menaces résonnant inutilement dans l'air du soir. Le lointain trajet de retour vers l'hôtel s'est fait dans un silence absolu. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas connecté mon téléphone pour écouter un podcast. J'ai juste conduit, les yeux fixés sur les lignes blanches de l'autoroute, sentant la programmation toxique et profondément ancrée de mon enfance se détacher couche par couche douloureuse. Je ressentais une légèreté incroyable et accablante dans ma poitrine. Le poids écrasant et étouffant de chercher à obtenir l'approbation de personnes qui me méprisaient fondamentalement avait enfin disparu. J'étais libre. Je suis entré dans le hall tranquille de l'hôtel. Dave, le réceptionniste de nuit, a levé les yeux de son écran d'ordinateur. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants, travaillant probablement à son second emploi le week-end pour payer les études de ses enfants dans un collège communautaire. Il a jeté un long regard à mon visage, à mon costume, et s'est arrêté de taper immédiatement. « Vous libérez la chambre plus tôt, monsieur ?» a gentiment demandé Dave, sa voix exempte de tout jugement. Juste de la pure empathie humaine. « Oui, Dave » ai-je répondu en lui offrant un sourire sincère. « Je dois vraiment rentrer chez moi ce soir. » Je suis monté dans ma chambre, j'ai jeté mes vêtements dans ma valise en moins de 10 minutes, puis je me suis assis lourdement sur le bord du matelas. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'en ai sorti l'enveloppe argentée mate. J'ai fixé ma propre écriture pendant un moment. Puis, je l'ai déchirée. J'ai sorti le chèque de 1500 $ et, par des gestes lents et délibérés, je l'ai déchiré en petits morceaux méconnaissables, les laissant tomber comme de la neige dans la petite corbeille en plastique près du bureau. À ce moment précis, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran s'est éclairé d'un message de Chloé. Tu es une personne incroyablement égoïste et toxique. Tu as vraiment tout gâché aujourd'hui en partant ainsi. Ne te donne même pas la peine de venir au brunch d'après-mariage demain matin. Nous ne voulons pas que ton énergie négative nuise à notre réussite. J'ai lu le message à 2 reprises. Un sourire lent, sombre et sincère s'est dessiné sur mon visage. Il pensait vraiment que cela s'arrêtait là. Il pensait pouvoir me bannir dans l'ombre, me lancer des insultes, et continuer à vivre leur vie de rêve entièrement financée. Il pensait que j'allais ramper pour retourner à ma vie tranquille et ennuyeuse, lécher mes blessures et continuer à payer silencieusement les factures faramineuses de leur arrogance stupéfiante. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert et me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel. J'ai ouvert mon portail bancaire sécurisé par authentification à 2 facteurs. J'ai navigué directement vers la section du prêt commercial. J'ai examiné le solde actuel et l'historique des transactions du compte d'entreprise de Carter, le compte exact auquel j'avais un accès administratif complet en tant que garant principal. Mes yeux se sont rétrécis alors que je faisais défiler les transactions récentes. Là, dissimulé entre les frais de location d'entrepôt, se trouvait une anomalie flagrante et massive. Un virement bancaire de 40 000 $ avait été retiré du compte de prêt commercial et déposé directement sur le compte du domaine viticole 2 semaines auparavant. Il n'avait pas seulement utilisé le prêt pour maintenir en vie une entreprise en faillite. Il avait illégalement détourné des fonds commerciaux pour payer le mariage même dont je venais d'être exclu. Il avait utilisé mon argent, mon crédit pour financer l'événement où l'on m'avait dit que j'étais trop laid pour m'asseoir à table. J'ai senti une rage froide et calculée s'installer dans mes os. J'avais le pouvoir légal de geler immédiatement les lignes de crédit. J'avais le pouvoir de consulter mon avocat, Marcus, et de retirer violemment ma garantie en raison d'une rupture flagrante de contrat et de fraude financière. La tempête n'était pas terminée. En fait,
elle n'avait pas encore vraiment commencé. J'allais donner à ma famille une leçon de conséquences brutales et inoubliables, et j'allais utiliser leur propre vanité pour les détruire. Je suis resté parfaitement immobile au petit bureau rigoureusement minimaliste de ma chambre d'hôtel hors de prix. La seule lumière qui éclairait la pièce provenait de la lueur bleue, clinique et crue de l'écran de mon ordinateur portable. Elle projetait des ombres longues et déformées contre le papier peint beige, correspondant à la réalité déformée de ma propre famille à laquelle j'étais enfin contraint de faire face. L'horloge numérique sur la table de chevet indiquait 2h14 du matin. Le reste du monde dormait à point fermé. Mais je ne m'étais jamais senti aussi éveillé, aussi lucide, ni aussi dangereusement concentré de toute ma vie. L'adrénaline qui coulait dans mes veines n'était pas la colère chaude, chaotique et aveuglante d'une dispute soudaine. C'était une énergie froide, calculatrice et incroyablement précise. Je fixais intensément le portail bancaire commercial sécurisé sur mon écran. Mes yeux étaient verrouillés sur une ligne spécifique du registre numérique. Il s'agissait d'un virement bancaire non autorisé massif de 40 000 $. Il avait été transféré directement du compte du prêt immobilier commercial au celui qui portait ma signature légale vers le compte d'exploitation du domaine viticole de luxe même où l'on venait de me dire que j'étais trop laid pour m'asseoir à table. Mon frère Carter avait franchi une ligne juridique monumentale et impardonnable. Il était allé bien au-delà du rôle d'enfant gâté qui comptait sur ses parents et son grand frère pour réparer ses erreurs financières. Il était entré directement sur le territoire terrifiant d'une fraude financière réelle, indéniable et largement documentée. Il avait prélevé des fonds régulés par l'État d'un prêt immobilier commercial. C'était un prêt que j'avais personnellement et légalement garanti sous peine de poursuites judiciaires massives qui pourraient facilement ruiner mon propre crédit irréprochable, vider mes comptes de retraite et détruire tout ce que j'avais construit. Et il l'avait utilisé pour payer des centres de table en eucalyptus de qualité supérieure, un quatuor à cordes importé et un bar ouvert servant des alcools haut de gamme à des inconnus d'Internet. J'ai pris mon téléphone. L'écran de verre me semblait glacial au bout des doigts. J'ai fait défiler la douzaine d'appels manqués et de SMS paniqués de ma mère. J'ai ignoré les messages vocaux furieux de Carter. Je me suis concentré sur un nom spécifique dans ma liste de contacts, Marcus. Marcus et moi étions allés à la même université d'État. Pendant que je passais mon temps à écrire du code complexe, à concevoir des systèmes logiciels back-end et à m'assurer un salaire de départ important en tant que développeur, Marcus passait son temps à étudier le droit des affaires. Il était désormais associé principal dans un cabinet de litige commercial très agressif et très prospère de la ville. C'était le genre d'avocat qui démantelait les entreprises frauduleuses au petit déjeuner. Je savais qu'on était au milieu de la nuit un week-end, mais je lui ai quand même envoyé un SMS. Le message était bref et totalement dénué d'émotion. J'ai tapé « Urgence ». Carter a commis une fraude par virement bancaire sur le prêt commercial que j'ai garanti. Il a détourné des fonds pour payer son lieu de mariage. Je dois geler les comptes et retirer mon nom immédiatement pour protéger mes propres actifs d'une poursuite judiciaire. Appelle-moi dès la première seconde de ton réveil. Il m'a appelé exactement 4 minutes plus tard. Sa voix était éraillée et lourde de sommeil, mais son esprit, aiguisé par des années de procès commerciaux féroces, fonctionnait déjà à plein régime. Je lui ai expliqué chaque détail du cauchemar auquel je venais de survivre. Je lui ai parlé du plan de table humiliant. Je lui ai parlé du mépris incroyable de la planificatrice de mariage de Chloé. Je lui ai raconté que ma propre mère m'avait dit de me cacher près du mur comme un déchet. Je lui ai parlé du chèque de 1 500 $ que j'avais repris sur la table des cadeaux. Et enfin, je lui ai parlé du virement bancaire de 40 000 $ qui prouvait que mon jeune frère était un criminel financier. Marcus ne m'a pas offert de sympathie vide et inutile. Et ne m'a pas dit que la famille était compliquée ou que je devais me montrer plus raisonnable. Il m'a proposé une stratégie brutale, hautement effective et juridiquement contraignante. Nous avons passé les 2 heures éprouvantes suivantes au téléphone à rédiger les notifications juridiques nécessaires et les déclarations de rupture de contrat. Parce que Carter avait explicitement utilisé les fonds de l'entreprise commerciale pour des dépenses personnelles non professionnelles, il avait fondamentalement violé la clause centrale de l'accord de prêt. Cela me donnait le droit légal absolu et indéniable de geler instantanément le compte, de bloquer toutes les lignes de crédit sortantes et de notifier formellement le service des fraudes de la banque de son détournement de fonds. Je ne me contentais pas de retirer mon nom du compte et de lui souhaiter un bon voyage. Je faisais exploser le pont financier même sur lequel il se tenait. Pendant qu'il tenait une coupe de champagne coûteux, j'ai joint les formulaires électroniques, copié le service des fraudes de la banque et cliqué sur envoyer.
C'était officiellement fait. La guillotine financière était tombée, et il n'y avait absolument rien que Carter puisse faire pour arrêter la lourde lame de métal. J'ai enfin réussi à dormir quelques heures d'un sommeil agité. Le lendemain matin, j'ai conduit ma berline fiable vers l'aéroport, j'ai rendu la voiture de location et j'ai embarqué sur un vol commercial pour retourner dans ma maison de banlieue tranquille. J'ai payé le Wi-Fi à bord exorbitant, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite tablette et j'ai surveillé ma boîte de réception comme un faucon guettant sa proie. La réalité n'a pas tardé à s'abattre sur eux. À 13 heures précises, alors que Carter et sa nouvelle épouse Chloé étaient probablement en train de s'enregistrer dans le complexe hôtelier de luxe démesurément cher qu'ils avaient réservé pour leur lune de miel esthétique. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment contre la tablette en plastique. L'identité de l'appelant affichait le nom de Carter. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie voisine. Il a immédiatement rappelé, encore et encore. À la 4e tentative consécutive, j'ai finalement appuyé sur le bouton vert et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Je n'ai pas prononcé un seul mot. J'ai juste écouté le chaos absolu qui se déroulait à l'autre bout du fil. Julian, a hurlé Carter dans le récepteur. Sa voix était complètement affolée, résonnant légèrement comme s'il se tenait dans le hall immense d'un hôtel au haut plafond de marbre. Le bruit de fond ressemblait à une confrontation très tendue et très embarrassante avec un concierge de luxe. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ? Ma carte d'entreprise Platinum vient d'être refusée à la réception devant tout le monde. Il me demande un autre moyen de paiement pour une caution de 12 000 $. Julian, 12 000 $. J'ai regardé par le petit hublot de l'avion les nuages blancs et floconneux défiler tranquillement. C'est une belle journée pour voler, Carter, ai-je dit, ma voix parfaitement égale et dépourvue de toute émotion. Comment se passe la lune de miel ? Est-ce que vous avez eu une chambre avec une bonne lumière naturelle pour les publications de Chloé sur les réseaux sociaux ? Ne joue pas à tes jeux pervers avec moi en ce moment, a-t-il crié, abandonnant complètement le personnage poli et aisé qu'il portait habituellement comme un costume de location bon marché. Je viens de me connecter au portail bancaire commercial sur mon téléphone. Les comptes sont entièrement gelés. Les lignes de crédit sont complètement bloquées. La banque m'a envoyé un courriel automatique disant que le compte fait l'objet d'un examen immédiat pour utilisation personnelle non autorisée. Règle ça tout de suite. Tu dois les appeler et leur dire que c'était une erreur. Régler ça, ai-je demandé en prenant une gorgée lente et délibérée de mon soda. Carter, tu as pris 40 000 $ sur un prêt immobilier commercial pour payer un lieu de mariage. Cela s'appelle une fraude bancaire. Tu as utilisé ma note de solvabilité irréprochable, mon travail acharné et ma responsabilité légale pour financer une fête où toi et ta nouvelle femme avez explicitement décidé que j'étais trop laid et trop banal pour m'asseoir à table avec le reste de notre famille. Il y eut un soudain silence glacial à l'autre bout du fil. Je pouvais entendre sa respiration rapide et paniquée. Il a réalisé dans ce moment terrifiant que je savais absolument tout. Il a réalisé que le distributeur de billets avait définitivement fermé ses portes. « Julian, s'il te plaît, mec », a-t-il balbutié, sa voix passant d'un cri de colère à un murmure désespéré et pathétique. C'était juste un prêt relais temporaire. Je te le jure sur ma vie, j'allais rembourser le compte le mois prochain quand ma nouvelle livraison de matelas de luxe arriverait enfin. Tu dois appeler la banque. Dis-leur que tu as pleinement autorisé le transfert pour un événement de réseautage d'entreprise. Si tu ne fais pas ça, ils vont exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt de 200 000 $. Je n'ai pas cette somme en liquide. Je n'ai rien, Julian. Tu aurais vraiment dû penser à ton manque de liquidité avant de louer une Porsche que tu ne peux pas te payer et de réserver un vignoble de luxe pour impressionner des gens qui n'en ont absolument rien à faire de toi, ai-je répondu calmement, sans éprouver la moindre culpabilité. Tu as une nouvelle femme maintenant. Il est temps de voler de tes propres ailes comme un homme, un vrai. Il n'y a plus de filet de sécurité. Tu fais ça pour une chaise pliante, a-t-il hurlé, sa colère s'enflammant à nouveau alors que la réalité brutale de sa faillite imminente s'imposait à lui. Tu détruis toute mon entreprise et mon mariage pour un plan de table. Tu es fou. Non, Carter, ai-je dit en m'adossant à mon siège d'avion. Je fais ça à cause d'un schéma de vie fait de manque de respect, d'exploitation et d'abus émotionnels. La chaise n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu me croyais stupide. Tu me croyais faible. Tu pensais que tu pouvais prendre mon argent, commettre une fraude, m'humilier devant des centaines d'invités fortunés, et que j'allais simplement l'accepter comme je le fais toujours pour préserver la paix.
Mais j'ai complètement fini de subir tes bêtises. Julian, je t'en prie. Chloé pleure dans le hall. Les gens nous regardent. Le directeur de l'hôtel nous dévisage comme si nous étions des criminels de droit commun. Débloque juste la carte pour le week-end pour qu'on puisse s'enregistrer. S'il te plaît, je te le demande en tant que frère. La famille est censée faire des sacrifices pour le bien commun, Carter. N'est-ce pas exactement ce que maman m'a dit quand elle m'a banni près du mur? Je vous suggère, à toi et à Chloé, de commencer à faire des sacrifices. Essayez peut-être un hôtel moins cher. J'ai raccroché et j'ai bloqué définitivement son numéro de mon téléphone. J'ai ressenti un sentiment de paix profond et immense m'envahir. Pour la première fois de ma vie, je ne protégeais pas mon frère, l'enfant roi, de ses propres choix arrogants et terribles. Je laissais enfin le monde réel lui donner exactement ce qu'il méritait. Les répercussions du gel des comptes commerciaux se sont propagées dans ma famille plus rapidement qu'un feu de forêt dans une forêt sèche de Californie. Le temps que mon vol atterrisse et que je déverrouille mon téléphone dans le terminal bondé de l'aéroport, le groupe de discussion de la famille élargie était un champ de bataille absolu. Ma mère m'avait laissé 6 messages vocaux paniqués, chacun montant d'un cran dans l'angoisse, la colère et l'intensité de la culpabilisation. Elle exigeait de savoir pourquoi je gâchais de manière malveillante la lune de miel parfaite de son fils chéri. Elle m'accusait d'être follement jaloux de sa réussite incroyable, de sa magnifique nouvelle épouse et de sa vie sociale trépidante. Je n'ai pas répondu à un seul message. J'ai simplement supprimé les messages vocaux et je suis rentré chez moi, dans ma maison calme et paisible. Le lendemain soir, j'étais assis dans mon salon, savourant un dîner tranquille fait maison, quand mon téléphone a sonné bruyamment. L'identité de l'appelant indiquait que c'était l'oncle Bob. L'oncle Bob était le frère aîné de mon père, un homme qui s'érigeait en patriarche strict de toute la famille Reynolds. C'était un cadre intermédiaire à la retraite qui adorait donner de manière agressive des conseils financiers et de vie non sollicités lors de chaque réunion de famille, bien qu'il ait lui-même mal géré ses propres fonds de retraite pendant des décennies. J'ai répondu à l'appel, sachant exactement quel genre de sermon ridicule m'attendait. « Julian, qu'est-ce que tu fais à ton propre frère, bon sang ?» a exigé l'oncle Bob sans même prendre la peine de me saluer. « Ta mère m'a appelé en larmes ce matin. Elle dit que tu as coupé malicieusement le financement de l'entreprise de Carter alors qu'il est à l'étranger parce que tu n'étais pas satisfait de l'endroit où ils avaient placé ton siège à la réception du mariage. C'est la chose la plus mesquine, puérile et vindicative que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Bonjour à vous aussi, oncle Bob, ai-je dit calmement en prenant une bouchée de mon steak. Et non, je n'ai pas coupé le financement de son entreprise pour un siège. J'ai retiré ma garantie légale sur un prêt commercial parce que Carter a commis une fraude bancaire flagrante et a volé $40 000 de l'argent de la banque pour payer son lieu de mariage. L'oncle Bob a ricané bruyamment dans le combiné. Je ne règle rien du tout, Bob, ai-je répliqué, refusant délibérément d'utiliser son titre familial. C'est un homme adulte de 30 ans. Il a fait ses choix. Et franchement, la rupture permanente était déjà consommée quand mes propres parents et mon frère m'ont traité comme un chien errant indésirable lors d'un événement public. Tu es un homme amer, petit et incroyablement égoïste, Julian, a craché l'oncle Bob, la voix tremblante de colère bien pensante. Quand le moment sera venu de discuter de l'héritage familial, ne sois pas surpris si ton nom est complètement rayé des documents. Tu vas finir complètement seul avec cette attitude toxique. Je préfère largement être seul que d'être un distributeur de billets non rémunérés pour un groupe de personnes qui me détestent fondamentalement, ai-je dit calmement. Garde ton héritage, Bob. Je gagne mon propre argent. J'ai raccroché le téléphone. Il était la première victime officielle de ma nouvelle limite. J'ai bloqué définitivement son numéro et je suis retourné à mon dîner. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma cousine Maya. Maya était une infirmière urgentiste intelligente et à l'esprit vif, qui avait toujours vu clair dans les absurdités arrogantes de Carter, mais qui préférait généralement se taire lors des dîners de Thanksgiving pour s'épargner des drames familiaux inutiles. « Julian » a dit Maya, sa voix complètement différente de celle de l'oncle Bob. Elle était douce, réconfortante et presque complice. « S'il te plaît, dis-moi que tu as vraiment eu le courage de quitter ce cirque ridicule et mis en scène samedi. »« Je l'ai fait, » ai-je dit, sentant un sourire sincère se dessiner sur mon visage pour la première fois depuis des jours. « Tant mieux pour toi, Julian » a-t-elle soupiré lourdement. « Julian, tu devais savoir que ce n'était pas seulement toi.
Tout ce mariage n'était rien d'autre qu'une séance photo mise en scène et fortement filtrée pour les réseaux sociaux. Sais-tu où ils nous ont assis, mon mari et moi? Ils nous ont mis à une petite table bancale juste à côté d'un radiateur portable en panne sous la tente de secours à l'extérieur. Nous ne pouvions même pas entendre la musique. Et la tante Clara, ils lui ont littéralement dit qu'elle ne pouvait pas être sur les photos de la famille élargie parce que sa robe fleurie jurait avec le thème pastel neutre que Chloé avait imposé. Ils ont littéralement repoussé la moitié de nos parents par le sang dans l'ombre pour que Chloé puisse mettre en avant ses amis influenceurs venus de Californie pour boire gratuitement. J'ai écouté en silence, sidéré, tandis que Maya dévoilait toute la vérité révoltante sur le plan de table. Ce n'était pas un incident isolé dirigé uniquement contre moi. Chloé et Carter avaient activement et malicieusement catégorisé toute la famille. Si vous aviez plus de 40 ans, si vous n'étiez pas conventionnellement séduisant selon les critères d'Internet, ou si vous ne portiez pas de marque de créateur reconnaissable, vous étiez caché. Nous n'étions pas des invités estimés célébrant une union. Nous étions des figurants indésirables et visuellement offensants sur un plateau de tournage. Maya m'a dit que la tante Clara organisait un petit dîner privé pour tous les membres de la famille qui avaient été mis à l'écart et humiliés. Pas de vêtements chics, pas d'appareils photo, pas d'exigences esthétiques, juste de la vraie famille mangeant de la bonne nourriture. Elle m'a invité. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un véritable sentiment d'appartenance et de communauté. L'appel téléphonique le plus important, cependant, celui qui a véritablement préparé la phase finale, a eu lieu le mardi matin suivant. C'était un numéro inconnu provenant d'un indicatif régional très aisé. J'ai répondu avec prudence. Julian Reynolds a demandé une voix grave et incroyablement autoritaire. Ici Arthur Sterling, le père de Chloé. Monsieur Sterling était un investisseur en immobilier commercial de la vieille école, très sérieux et très riche. C'était un homme qui avait bâti sa fortune à partir de rien. Et c'était le genre d'homme qui ne tolérait absolument pas la bêtise, le mensonge ou l'incompétence. Oui, monsieur Sterling. Que puis-je faire pour vous? Ai-je demandé, en gardant un ton respectueux et tout à fait professionnel. J'ai reçu un appel téléphonique assez préoccupant et hystérique de ma fille hier depuis le hall de leur hôtel, a dit monsieur Sterling lentement, sa voix ne trahissant aucune émotion. Elle prétend que vous avez malicieusement gelé les comptes d'entreprise de son mari par pure méchanceté mesquine, les laissant complètement bloqués pendant leur lune de miel sans aucun accès à leurs fonds. Cependant, je suis un homme d'affaires chevronné, Julian. Je sais parfaitement que les banques commerciales ne gèlent pas d'importantes lignes de crédit pour des querelles de famille ou des sentiments blessés. Elles les gèlent pour des violations légales graves et des fraudes. Qu'a fait exactement mon gendre? Je l'ai respecté instantanément. Il n'appelait pas pour crier, menacer ou exiger une loyauté aveugle comme ma mère ou l'oncle Bob. Il appelait pour rassembler des faits indéniables. Monsieur Sterling, j'étais le seul garant financier du prêt commercial de Carter parce que son crédit personnel est totalement inexistant, ai-je expliqué méthodiquement, exposant les faits comme un procureur. La semaine dernière, j'ai découvert via le portail bancaire que Carter avait prélevé un virement non autorisé de $40 000 depuis ce compte commercial spécifique directement vers le vignoble pour payer le lieu du mariage. C'est une violation directe des conditions du prêt, et j'étais légalement tenu par mon avocat d'en informer le service des fraudes de la banque et de retirer ma garantie pour protéger mes propres actifs de toute saisie. Il y eut un long silence incroyablement pesant sur la ligne. Je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans la tête affûtée de cet homme d'expérience alors qu'il assemblait les pièces du puzzle. Il a utilisé une dette commerciale pour payer le lieu du mariage, a répété monsieur Sterling, sa voix descendant d'un ton dangereusement calme. Le mariage qu'il m'a explicitement assuré, en me regardant droit dans les yeux, avoir payé avec les liquidités de sa société immobilière très prospère. C'est tout à fait exact, monsieur. J'ai les relevés numériques pour le prouver si vous en avez besoin. J'apprécie votre honnêteté, Julian, a dit monsieur Sterling. Je crois que nous avons un problème très important et très grave à régler lorsqu'ils rentreront de ce voyage. Merci pour votre temps. Le clic net du téléphone qui raccrochait résonna exactement comme le bruit d'un fusil qu'on arme. Carter n'avait absolument aucune idée de la tempête qui l'attendait à la maison. Le week-end suivant, j'ai assisté avec joie au dîner organisé par la tante Clara. Il s'est déroulé dans sa salle à manger modeste, chaleureuse et aux couleurs vives. Maya était là, ainsi que plusieurs autres cousins, et grand-mère Rose était installée joyeusement en bout de table dans son fauteuil roulant. Il n'y avait absolument aucun code vestimentaire.
Il n'y avait pas de photographe professionnel ajustant les parapluies de lumière. C'était juste des éclats de rire sincères, de la nourriture réconfortante faite maison et un véritable lien humain. Nous avons échangé des anecdotes sur l'absurdité totale du mariage, la nourriture horrible servie sous la tente de secours, et la tante Clara affirmant lever son verre de vin bon marché à ma santé pour avoir eu le courage de partir et de récupérer mon argent. C'était exactement le genre d'environnement familial chaleureux et solidaire que j'avais toujours désespérément souhaité mais que je n'avais jamais eu dans mon propre foyer. Mais la paix ne dura pas longtemps. Dès le lendemain, ma mère m'a appelé. Elle n'a pas crié cette fois. Elle avait l'air incroyablement épuisée, complètement vaincue et totalement paniquée. Elle m'a supplié, la voix brisée, de venir ce soir-là dans la grande maison de location de Carter pour une médiation familiale obligatoire. Elle a dit que Monsieur Sterling serait présent et que la situation échappait rapidement à tout contrôle. Acceptant à contre-cœur, sachant que j'avais besoin de clore ce chapitre, j'ai accepté. Je devais aller jusqu'au bout de cette affaire. Quand je suis arrivé dans la maison de location de Carter, immense, trop moderne et agressivement stérile, la tension dans le grand salon était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Carter avait l'air absolument affreux. Il avait de lourdes cernes sombres sous les yeux. Sa chemise de marque était froissée et son attitude arrogante et intouchable habituelle avait complètement disparu. Chloé se tenait assise bien droite sur le bord du canapé en cuir blanc, les bras croisés sur la poitrine, me jetant des regards noirs et féroces alors que j'entrais. Mes parents étaient blottis l'un contre l'autre sur une causeuse, l'air incroyablement petit, vieux et terrifiés par la tempête qui se préparait. Et debout, rigide près de la cheminée à gaz moderne, ressemblant en tout point à un bourreau attendant de faire tomber la hache, se tenait Arthur Sterling. Il tenait un dossier de manille épais et lourd dans ses grandes mains. « Allons droit au but et arrêtons de perdre du temps », a dit Monsieur Sterling dès l'instant où j'ai franchi le seuil. Il a jeté le dossier épais sur la table basse en verre. Il a atterri avec un bruit sourd et terrifiant qui a fait tressaillir Carter. Après notre appel téléphonique, Julian, j'ai demandé à mes comptables personnels de fouiller en profondeur la structure commerciale et l'historique financier de Carter. Il tourna son regard froid et impitoyable vers Carter, qui se recroquevilla visiblement plus profondément dans le canapé en cuir coûteux. « Tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit à ma fille que tu étais un agent immobilier commercial très prospère. Tu m'as dit que ton entreprise d'importation de matelas de luxe était un énorme succès lucratif. Les documents certifiés de ce dossier prouvent que tu ne possèdes pas un seul bien immobilier. Tu loues cette immense maison. Tu loues cette ridicule Porsche dans l'allée. Et ton entreprise a exactement 0 revenu. C'est une coquille vide. La seule raison pour laquelle elle existait, la seule raison pour laquelle tu as un toit sur la tête, c'est parce que ton grand frère ici présent a bêtement signé en bas de la page pour te protéger. » Chloé s'est tournée violemment vers Carter, son visage méticuleusement maquillé devenant d'une pâleur mortelle. « Tu m'as dit que tu avais payé tout ce mariage en liquide. Tu m'as dit que tu étais millionnaire. » Il l'a payé avec un prêt commercial qu'il a frauduleusement vidé, a corrigé Monsieur Sterling. Julian s'est correctement protégé en retirant sa garantie. Et maintenant, la banque exige le remboursement immédiat de la totalité du solde de $200 000. Tu es complètement et indéniablement ruiné, Carter. Tu n'as absolument rien. Tu es un imposteur. Carter a enfoui son visage dans ses mains, laissant échapper un sanglot pathétique. Ma mère, totalement incapable d'accepter la réalité, a immédiatement pris la défense de son fils chéri, complètement aveuglé par son favoritisme de toujours. « Arthur, s'il te plaît », a plaidé ma mère, des larmes hystériques coulant sur son visage, ruinant son maquillage. C'était juste une petite erreur financière. Julian peut régler ça. Il a l'argent sur ses comptes. Il a un énorme salaire. Julian, s'il te plaît. Je te le demande en tant de mère. Tu dois appeler la banque et rétablir le prêt. Fais-le pour la famille. Tu ne peux pas laisser ton propre frère tout perdre simplement parce que tu as été un peu contrarié par une place à un mariage. Je l'ai dévisagé, ne ressentant rien d'autre qu'une pitié profonde et lourde. Maman, ai-je dit, ma voix incroyablement claire et ferme. Je n'étais pas simplement contrarié par une chaise pliante. J'étais contrarié parce que j'ai vu le tableau d'évaluation visuelle. J'ai vu que Chloé m'avait noté ces et avait explicitement dit à la planificatrice de mariage de me cacher près des haut-parleurs parce que je suis trop banal. Ma mère a balayé l'argument d'un revers de main, sanglotant de plus belle. Je sais, Julian. Je suis au courant pour la liste.
Chloé m'a montré le plan de table des semaines avant le mariage. Nous voulions juste que les photos soient parfaites pour les magazines de mariage. Ce n'était pas une attaque personnelle contre toi. Tu ne correspondais tout simplement pas à l'esthétique dont ils avaient besoin pour construire leur marque en ligne. Pourquoi ne peux-tu pas simplement mettre ton ego de côté pour l'aider à s'en sortir? Toute la pièce est devenue complètement et de manière terrifiante silencieuse. Même le stoïque Monsieur Sterling a semblé sincèrement choqué par ces paroles. J'ai regardé ma mère. La cruauté époustouflante de son aveu flottait lourdement dans l'air, étouffant le moindre reste d'amour que j'avais pour elle. Elle savait. Elle savait depuis le début qu'il catégorisait notre famille par apparence, nous évaluant comme du bétail, et elle l'avait pleinement approuvé. Elle avait activement et sciemment participé à mon humiliation publique juste pour garantir le style de vie de faux influenceur de son fils chéri. J'ai regardé son visage baigné de larmes, puis mon père, qui fixait lâchement le sol, refusant d'intervenir, et enfin Carter, qui se cachait toujours derrière ses mains. Je ne mets pas mon ego de côté, maman, ai-je dit, ma voix rayonnant d'une fermeté absolue. Je ne vais plus jamais régler sa vie misérable. Vous avez choisi votre esthétique parfaite plutôt que votre propre fils. Maintenant, vous devez vivre avec sa triste réalité. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Derrière moi, avant même que la porte d'entrée ne se referme, je pouvais entendre Chloé hurler sur Carter à plein poumon. Le son bruyant et chaotique de leur faux mariage s'effondrant immédiatement en poussière sous le poids écrasant d'une ruine financière totale. Cela fait exactement 6 mois depuis cette soirée explosive qui a changé ma vie dans le salon loué de Carter. Les répercussions ont été aussi rapides, brutales et complètes que je l'avais prévu. Sans mon soutien financier et ma note de solvabilité irréprochable, la banque a formellement exigé le remboursement intégral du prêt commercial massif. Carter, ne possédant absolument aucun actif liquide, reliquat de fonds universitaires ou économie, a immédiatement fait défaut de paiement. L'entreprise de matelas a été entièrement liquidée. La banque a saisi tout ce qui se trouvait dans l'entrepôt, chaque élément de stock et chaque chaise de bureau. 2 semaines plus tard, la société de leasing est venue au milieu de la nuit et a saisi la Porsche rutilante et arrogante qu'il aimait tant. Il a été contraint de rompre le bail de la grande maison de location, détruisant le peu de crédit qui lui restait, et vit actuellement dans le sous-sol humide et inachevé de la maison de banlieue de mes parents. Chloé a fait exactement ce qu'une personne entièrement obsédée par l'image et la richesse fait lorsque l'argent vient à manquer. Elle a demandé un divorce très houleux, très public et hautement vindicatif. Elle a publié en ligne une longue vidéo en larmes, lourdement montée, où elle parlait d'abus financiers, de manipulation et de mensonges, ignorant complètement son propre comportement horrible et superficiel concernant notre famille et le plan de table. Elle a même menacé de mener une bataille juridique féroce pour la garde exclusive du chien de race coûteux qu'ils avaient acheté ensemble, utilisant l'animal comme moyen de pression pour tenter d'extirper les moindres centimes pathétiques que Carter aurait pu cacher. Exigeant une pension alimentaire d'un homme qui travaille désormais à temps partiel dans un magasin de détail. Quant à mes parents, ils ont essayé de m'appeler sans cesse pendant les 3 premiers mois. Ils m'ont envoyé d'infinis SMS oscillant follement entre me supplier de les aider financièrement pour payer les avocats spécialisés en divorce coûteux de Carter et me traiter de monstre et de traître au sang de la famille. Je n'ai jamais répondu à un seul d'entre eux. Je suis allé chez mon opérateur et j'ai officiellement changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué leurs adresses courriel. J'ai établi un mur de béton impénétrable de plusieurs kilomètres de haut entre ma paix retrouvée et leur toxicité sans fin. J'ai manqué beaucoup d'événements familiaux et, honnêtement, l'idée d'un futur enterrement familial me donne de l'anxiété, mais la paix en vaut la peine. La semaine dernière, j'ai vérifié ma boîte aux lettres et j'y ai trouvé une enveloppe épaisse écrite à la main. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Elle venait de Carter. Je l'ai ouverte et j'ai lu les premières lignes. C'était une excuse confuse et désespérée. Il parlait de ses regrets profonds, de sa compréhension tardive de la véritable valeur de mon soutien silencieux, et de son désir désespéré de réparer les choses entre nous. Mais la dernière phrase révélait ses véritables intentions inchangées. Il demandait si nous pouvions nous rencontrer autour d'un café parce qu'il avait une excellente nouvelle idée d'entreprise immobilière et avait juste besoin d'un petit investissement de départ temporaire provenant de mes économies. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis juste senti incroyablement fatigué de ce cycle répétitif et prévisible d'abus. Je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai allumé mon destructeur de documents robuste et j'ai glissé la lettre directement dans les lames de métal sans y penser à 2 fois, regardant ces promesses vides se transformer en confetti.
Ma vie est calme à présent, mais elle n'est absolument pas solitaire car je ne suis plus distrait par le stress écrasant des exigences de ma famille. J'ai consacré toute mon énergie à ma carrière. J'ai reçu une promotion importante au travail, prenant la direction d'une division avec une augmentation de salaire qui m'a permis d'acheter enfin une belle propriété, une maison avec un grand jardin verdoyant dans un quartier calme. Je passe mes week-ends à organiser de grands barbecues joyeux avec la tante Clara, Maya et les autres membres de la famille qui apprécient les relations authentiques plutôt que l'esthétique d'Instagram. Grand-mère Rose vient chaque dimanche, et je m'assure absolument qu'elle soit assise au beau milieu du salon, là où tout le monde peut la voir et lui parler. Quitter ce mariage au vignoble a été la chose la plus douloureuse et la plus terrifiante que j'ai jamais faite. Mais ce fut le catalyseur nécessaire qui m'a sauvé la vie. J'ai appris à mes dépens qu'on ne peut pas acheter le respect, et encore moins l'amour inconditionnel. Quand on cesse enfin de s'immoler par le feu pour garder au chaud des personnes toxiques, on réalise à quel point le monde est beau lorsqu'il ne brûle pas autour de soi. Je ne suis plus le frère de l'ombre. Je ne suis plus un distributeur automatique de billets. Je suis l'architecte de ma propre vie. Et cette fois, je reste fermement et sans excuse au centre du cadre. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Il m'a fallu un courage immense pour partager ce parcours profondément personnel. Mais je sais qu'il y a des milliers de personnes qui se sacrifient constamment pour des familles qui ne les apprécieront jamais. Vous devez apprendre à fixer des limites fermes. Vous devez connaître votre propre valeur, même lorsque les personnes qui partagent votre sang refusent de la voir. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec quelqu'un qui ne vous considérait que comme une ressource financière? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain parcours. Restez fort, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne vous mettre au coin.